Rebonjour à tous, bonsoir plutôt, puisqu'effectivement on est en fin d'après-midi. Comme vous avez vu, j'ai de nouveaux amis. Ils étreignent eux aussi les formidables sièges en carton. Je leur ai parlé tout à l'heure, ils ne croyaient pas. Vous voyez bien que ça existe. On est là plus sérieusement pour faire la restitution des 2 labs qui ont eu lieu donc cet après-midi. Vous le savez, c'est la nouveauté de cette édition 2022 du forum Hydrogen Business for Climate. Un lab dédié à la mobilité et aux infrastructures. C'est le camp ici, là voilà, c'est les 4 premiers qui sont là. Et le camp d'après, c'est donc le passage à l'échelle industrielle. Alors, je vais vous présenter d'abord les intervenants du lab numéro 1. Bon, le premier qui me tombe sous la main, celui donc sur la mobilité. On va commencer par les femmes, donc avec Tania Kerlo, qui est donc facilitatrice. Vous avez un micro devant vous. Vous allez peut-être d'abord nous expliquer quel était votre rôle finalement. Donc, mon rôle était de faciliter, c'est-à-dire de rendre la collaboration facile au sein de ce workshop dans lequel on a voulu vraiment mobiliser la réflexion des participants et les projeter dans un avenir tout hydrogène pour ensuite revenir à un plan d'action dans les 2 années. Voilà, donc ça a été très dynamique et on leur a permis vraiment de s'ouvrir l'esprit et d'avoir des conversations intra-secteurs. Ça a été vraiment cool, mais je laisse les autres en parler. C'est plus que facilitatrice, il y a un côté un petit peu quand même ludique, parce qu'il y a eu des dessins, il y a eu des... Ah oui, bien sûr, oui. Travail en groupe quand même. Beaucoup de travail en groupe, absolument, puisqu'il s'agit de travail. Et donc, c'est pas passif du tout, c'est interactif. Donc, on a mis les gens au travail en groupe et en utilisant aussi de la facilitation graphique qui permet de visualiser ce qui se fait au fil de l'eau pendant la session. On va regarder les résultats dans un instant, mais d'abord j'aimerais vous présenter donc les intervenants, les rapporteurs. Donc ici David Holderbach, le CEO de Hyvia, donc c'est la co-entreprise entre Renault et donc Plug Power. On a Bruno Jamet du pôle Le Véhicule du Futur et Ovarit Trunk qui représente donc Helico. Peut-être au passage pour juste dire en 2 mots ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas forcément cette nouvelle structure. Oui, donc merci pour l'invitation et merci effectivement de m'avoir proposé d'être rapporteur. Donc Helico, c'est une plateforme de services pour la décarbonation de la mobilité lourde. Donc ce que nous proposons, c'est à la fois la mise à disposition d'un poids lourd hydrogène, le carburant hydrogène et l'accès bien sûr en fait aux stations et bien sûr la gestion de son empreinte carbone. Comment, gardez le micro, vous avez vécu ça comment vous, cette expérience pendant 3 heures? Alors, je vais en profiter pour remercier Tania également, parce que voilà, elle a rendu il est sympa, il dit merci à tout le monde, lui. Je vais remercier le public. Il a dit 15 fois merci depuis qu'il est là. Non, c'est un moment qui était vraiment très interactif, je pense, très intéressant en fait dans la dynamique des échanges. Donc on venait en fait de différents secteurs. Alors particulièrement, voilà, avec certains, on a plutôt travaillé sur le transport routier, parce que ça aurait été malvenu que je travaille peut-être en fait sur l'aérien ou sur le maritime, j'aurais été beaucoup moins, je pense, à propos. Et ça a permis de voir à la fois les différentes dynamiques qu'il y a en fait dans ces secteurs sur le développement des usages de l'hydrogène, mais aussi un certain nombre de points communs. Et dans ces similitudes, on retrouve aussi à la fois les questions en fait économiques, les questions de disponibilité de la technologie, et puis, je pense, un engagement qu'il faut faire collectivement pour pouvoir amener justement ces secteurs à se décarboner en utilisant l'hydrogène. Cette fois, c'est moi qui dis merci. David Holderbach, pour Hyvia. David, tu me disais, le patron de Renault, Luca De Meo, il a fait un peu pareil, il a mis des post-it pour faire la Renaulution. C'est quand même marrant que tu vives la même chose, finalement, ici à Montbéliard. Tout à fait, donc je vais remercier tout le monde, et Tania. Non, blague à part. Et effectivement, donc, dans notre chantier collaboratif aujourd'hui, il y avait cette notion d'échange avec des expériences qui étaient connexes mais pas forcément similaires. Et quelque part, moi je suis allé justement dans le maritime ou dans le off-road pour essayer d'écouter les autres, c'était extrêmement intéressant. Et effectivement, ce matin, Luca De Meo, le CEO de Renault, a donc dévoilé un des très grands projets de Renault avec donc, ce qu'ils appellent Orse et Ampère, et donc créer une spin-off de Renault pour les véhicules électriques. Et tout ce travail, en fait, qu'il appelle Renaulution, a été fait avec le type d'animation que Tania nous a apporté. Donc du travail collaboratif, des post-it, des dessins, des images et des phrases clés pour faire avancer les équipes. Alors Bruno Jamet, une phrase que j'ai entendue tout à l'heure, parce que j'ai assisté à la clôture de ce lab, et tu disais que 3 heures c'est long, mais en même temps c'est plutôt court par rapport à ce type de travail collaboratif.
Effectivement, tout événement qu'on organise, on se pose toujours la question du timing. Et 3 heures, c'est passé extrêmement vite. On a même quelques secrets de fabrication pour tenir le timing, mais on ne les dévoilera pas. Alors, on va peut-être regarder la slide qui résume finalement ce qui s'est dit pendant ces 3 heures. Donc voilà, c'est un joli canevas. Alors, il y avait plein de jolis dessins d'ailleurs sur cet atelier. Donc, alors, peut-être Tania pour donner un mode d'emploi. Donc, il y a les quick wins, il y a les actions et puis les obstacles, c'est ça? Absolument. Oui, donc par secteur, on a demandé au groupe, après s'être projeté dans l'avenir, de regarder, de se focuser sur les 2 années, donc 2022, 2023, 2024, et de trouver les quick wins, les actions qui étaient relativement faciles à atteindre, et ensuite d'aller vers les game changing actions, donc c'est le 2e cercle concentrique en partant du milieu. Et tout autour, vous avez les obstacles qui sont en gris et qui étaient d'ailleurs assez similaires entre les secteurs. Voilà, et vous voyez que c'est divisé par secteur. Ça, vous voyez dans les... Ouais. Merci. Ovarit, du coup, je reviens vers vous. Donc, parmi les pistes d'action ou les révélations qui ont eu lieu pendant cette session, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? Alors, je pense qu'il y a un point qu'on partage tous à travers tous les secteurs, c'est que la question économique reste la clé. Donc, on a besoin de pouvoir rendre l'hydrogène à la fois accessible, disponible, et puis faciliter donc son adoption. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de réconcilier cette équation qu'on amène, donc qu'on appelle pour les personnes en fait dans le domaine du transport routier, qui est l'équation donc du TCO, le coût de détention. Et donc à partir du moment en fait où on travaille en fait sur cette question-là, on voit apparaître effectivement plusieurs axes. L'un qui est à la fois l'aide publique pour pouvoir aider à absorber au démarrage à la fois donc les deltas à l'achat, ça peut être des véhicules, des infrastructures, mais ça peut être aussi éventuellement d'aider aussi à compenser le différentiel de prix sur le carburant. Et puis il y a tout un travail à faire donc sur la massification, le passage à l'échelle, savoir industrialiser les solutions avec pour certains secteurs certaines particularités qui sont très précises, comme par exemple dans le domaine du maritime ou de l'aérien, où le travail de la certification, le travail de l'homologation est aussi en fait à prendre en compte parce qu'il allonge les délais de mise à disposition des technologies et donc c'est beaucoup moins facile de pouvoir se les approprier. Et puis last but not least, je pense que le dernier point, c'est la qualité en fait de l'hydrogène et des diverses sources d'hydrogène qu'on peut combiner ensemble pour pouvoir rapidement donc pouvoir convertir ces usages. Alors justement, peut-être David Olderbach sur ce point-là, même si vous proposez de l'hydrogène vert dans votre offre à vous. L'hydrogène vert, c'est bien, mais commençons avec ce qu'on a déjà dans un premier temps, et pourvu que ce ne soit pas trop cher. Exactement, donc ça rejoint le sujet du coût d'usage. Donc il est ressorti au travers des différents workshops et des différents groupes que la disponibilité de la molécule allait devenir critique. Aujourd'hui, il y en a un peu, l'origine n'est pas forcément la coloration qu'on en aimerait. Néanmoins, la disponibilité de l'hydrogène en masse va être un sujet. Ce qui m'a aussi interpellé, c'est la préoccupation aussi des différents intervenants sur la disponibilité de l'infrastructure. Donc on a tous très bien cela en tête, à savoir, bon, il me faut une station de recharge, mais il y a aussi la notion de suite de est-ce qu'elle fonctionne, donc la disponibilité de l'infra. Donc ça, j'étais impressionné de cela. Et un autre point qui m'a marqué dans les discussions, c'est, encore une fois, on était en 2035, et beaucoup de groupes sont revenus en disant il y a eu une crise, qu'elle soit énergétique, politique, les matières, je ne sais quoi. Bref, plusieurs ont dit il va y avoir d'autres événements dans le futur prochain qui vont accélérer quelque part ce genre de transition. Donc en fait, il faut une crise pour que les choses avancent, si je résume. En fait, c'est cette notion d'urgence. C'est dans l'urgence et dans le stress qu'on fait effectivement des pas importants. Bruno, peut-être en un mot pour conclure provisoirement sur cet atelier-là. Bon esprit pour ces échanges en tout cas, puis des pistes intéressantes. Oui, excellent. C'est toujours un plaisir d'être aux côtés d'experts, en plus de différents secteurs. Donc moi, j'ai beaucoup appris à leur côté. Je voulais revenir sur ce qu'on considère comme acquis dans un monde continu, le fait de dire, de toute façon, l'équation, c'est le TCO, et en dehors du TCO, pas de salut. Ensuite, le fait de dire, actuellement, on a besoin de subventions massives, ce qui est vrai, pour amorcer le secteur.
Maintenant, il faut envisager un horizon auquel le secteur sera autoporteur, puisque la disponibilité de subventions massives n'est pas forcément indéfinie. Et donc, pour conclure ça, en fait, on a aussi une passerelle avec le lab Scale-up industriel, puisque pour que le secteur soit autoporteur, en tout cas sur le secteur économique, il faut que les coûts baissent de façon drastique. Voilà. Merci, on va passer à l'autre lab. Je vous présente donc tous les intervenants, à commencer par la facilitatrice, donc Nadège Lousouarn. À ses côtés, Antoine Ressico de McPhy. Vous êtes le COO, David Pomonti pour BPI France, et tout au bout là-bas, Yann-Éric Starlander. On commence avec vous, Nadège, puisqu'en fait, la façon de travailler est un petit peu différente par rapport à ce lab mobilité chez vous. Absolument. On a eu un parti pris un petit peu différent qui était de se dire on va permettre à nos participants de partager au maximum tout en termes de contexte, d'opportunités, de contraintes, la réglementation, des retours d'expérience également sur ce qui s'est bien passé, les pieds dans le tapis, que certains se sont pris, les pièges à éviter, afin que nos participants puissent avoir une vue systémique du sujet. Donc énormément de temps de préparation, beaucoup d'intervenants qui ont préparé des kiosques, d'accord, de retour d'expérience, pour ensuite en dégager des idées très concrètes pour accélérer le scale-up industriel. Alors, ces idées, on va y revenir. Peut-être en un mot, chacun des trois, comment vous avez vécu cette expérience? Est-ce que c'était une première? Est-ce que vous reviendrez? Oui, c'était une première, et une première très, très intéressante, parce que bon, on a travaillé en fait, hein, il y a eu du travail de fait en commun. Je voulais effectivement remercier l'équipe de facilitation, parce qu'il y avait aussi pas mal de travail en amont qui a été fourni. Donc, comme l'a dit un autre intervenant, 3 heures, ça passe très vite quand on veut adresser tous ces sujets-là, mais c'était très très riche et très très dense. Monsieur Pomonti? Oui, en complément de ce qui vient d'être dit, peut-être insister sur vraiment la diversité des participants. Moi, je pense que c'est aussi ça qui a contribué à la richesse des échanges. C'est aussi bien des institutionnels, évidemment des gens d'entreprise, et dans les gens d'entreprise, on avait aussi bien des personnes représentant des startups de l'innovation que des grandes entreprises industrielles. Et c'est vraiment cette complémentarité, je pense, qui nous a apporté des choses très intéressantes. Yann-Éric, je suis en train de me rappeler le travail qui a été fait pour les métiers de l'hydrogène. Et il me semble que vous avez fait un énorme tableau avec plein de petits trucs pour remplir. Tout à fait. Hein. D'ailleurs, ça faisait partie des éléments qui ont été abordés sur le scale-up, les besoins de compétences de la filière. Et donc, on s'est appuyé notamment sur ce travail de définition d'un référentiel des métiers de la filière hydrogène. Et depuis, on a aussi sorti un guide pour justement adapter les formations en fonction des besoins des différents types de profils. Mais pour réagir sur le lab Scale-up, moi aussi j'ai beaucoup apprécié l'exercice. Effectivement, il y avait un public très divers, mais finalement quand même beaucoup de points de convergence. Donc faut croire qu'il faut encore qu'on reprocesse et analyse un peu tout ça, mais donc il y a quand même un certain nombre de constats partagés qui doivent être quelque part dans le vrai quand même, quoi. Alors je crois que vous avez 2 slides à nous présenter. Une première, il me semble, c'est la satisfaction plus ou moins des gens qui ont... Voilà. Comment vous vous sentez après 3 heures? Alors, juste un mot, 46 participants, 40 organisations. Donc, beaucoup de diversité, public, privé, etc. Ce qu'on a ressenti en termes d'équipe de facilitation, d'un point de vue de la facilitation, beaucoup d'énergie, beaucoup de sourire et beaucoup de passion. On avait des gens vraiment passionnés par leur sujet et dans l'envie de se créer un langage commun, et avec beaucoup de joie, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient vraiment les mêmes préoccupations, vraiment les mêmes enjeux. Et en fait, finalement, comme tu le dis, Yann-Éric, pas mal d'idées similaires et beaucoup de convergence à la fin. Voilà, on dirait TripAdvisor Montbéliard. Il y a 4 étoiles quand même, c'est pas mal, hein, sur 5. Donc ça, c'était pour comment ont vécu effectivement donc, les participants à cet atelier. Sur la slide d'après, on va plutôt entrer dans le concret. Ah non, c'est un petit peu rapide. On va revoir, voilà, c'est très coloré. Donc ça, ce sont les différentes idées qui ont été exprimées. Alors, on va commencer avec vous, Antoine Ressico, parce que juste avant de monter sur scène, vous me disiez que le passage à l'échelle, c'est pas simplement faire quelque chose de plus grand, il faut tout revoir en fait, différents paramètres au sein d'une entreprise. Oui, effectivement. Si je prends l'expérience de McPhy, on est en ce moment en train de concevoir des produits plus gros, en même temps des nouveaux process, et construire une usine. Et tout ça, ce sont des paramètres multiples, et c'est pas que industriel, ça touche à
tout un tas de paramètres qui sont les compétences, on en a parlé, le cadre réglementaire, la technologie qu'on va utiliser, les fournisseurs, la supply chain. Et donc, c'était ça qui était vraiment intéressant dans ce lab, c'est qu'on avait des experts un peu dans tous les domaines, qu'on a eu des kiosques qui ont apporté de l'expertise, du savoir, et on a essayé tous de définir un peu ce qu'on allait en retirer et sur quoi nous allions nous engager dans l'avenir pour tirer profit de ce lab. Donc, moi, un des premiers éléments que je retiens, c'est justement cet aspect des compétences. Donc, effectivement, grâce au travail que France Hydrogène a fait pour lister les métiers qu'il va falloir faire grandir pour l'hydrogène et ceux qui sont déjà en tension. Mais à partir de ça, ce qu'on a discuté notamment avec l'AFPA, c'est comment concrètement on peut anticiper aujourd'hui sur des formations industrielles de techniciens de Bac+2 et comment on va s'y prendre pour avoir ces compétences disponibles au moment où, dans 1 an, 18 mois, on aura besoin de monter en compétences. Et de façon un petit peu plus lointaine, mais tout aussi importante, sur l'aspect des compétences, on voit bien que, alors qu'on parle beaucoup de réindustrialisation, il y a peut-être un petit peu moins d'appétence pour l'industrie en France et pour les métiers scientifiques. Bon, on avait une audience de très grande qualité, mais ça manquait un petit peu de diversité de genre, je dois le dire. Et donc, avoir une action de promotion de l'industrie et de promotion des métiers scientifiques au niveau des collèges et des lycées, c'est aussi une action qui a retenu mon attention. Un applaudissement sur la droite. David Pomenti, donc, vous êtes plutôt dans la finance. Je vois qu'il est question de finance, de taxes, de support. Qu'est-ce que vous retenez, vous, en tout cas, par rapport aux différentes idées qui ont pu être émises ? Oui, alors il y a évidemment un volet financement qui est d'ordre 1. D'ailleurs, ça fait partie des 3 principaux points, finalement, que j'ai vraiment envie de partager à l'issue de ce lab. Donc, le premier, c'est que les financements sont en partie là. L'État, notamment, annonce quand même des montants importants, de 9 milliards d'euros sur la stratégie hydrogène. Après, ce n'est pas tout d'avoir les financements, il faut les utiliser à bon escient, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien prioriser, donc là, bien appliquer une stratégie qu'on exécute et ne pas se disperser. Et le deuxième aspect, je dirais, c'est vraiment la réactivité. 2030, c'est demain. On a quand même des objectifs forts de décarbonation. Et donc là, il faut que, je dirais, toutes les parties prenantes, aussi bien publiques que privées, soient vraiment réactives pour que les fonds arrivent au bon moment et qu'on ne génère pas du retard dans les projets industriels. Donc ça, c'est le premier point, effectivement, sur la partie finance. Le deuxième point qui me paraît extrêmement important, et ça fait le lien avec ce qui a été dit sur les collègues du Lab Mobilité, c'est finalement la vision système. C'est-à-dire qu'on peut avoir une stratégie bien définie, on peut dire on aura 6,5 gigawatts d'électrolyseurs installés, mais si on n'a pas d'électricité verte pour approvisionner ces électrolyseurs, on ne produira pas d'hydrogène vert et les véhicules utilitaires légers d'IVIA, par exemple, auront du mal à s'approvisionner. Donc vraiment, et ça c'est ressorti, c'est ça, même s'il y avait une vraie diversité de profils, cette vision système, elle est clairement ressortie. Donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième, et je terminerai par là, on a quand même vu qu'on a la chance d'avoir en France, alors surtout dans ce territoire de Belfort, mais pas uniquement, une vraie expertise industrielle. Et donc, on a beaucoup de beaux projets autour de l'hydrogène qui sont de l'innovation produit. Et là, le challenge collectif, ça va être d'accompagner notamment ces startups avec leur apporter l'expertise industrielle, soit externe, soit interne, pour que vraiment la bonne idée, elle ne se prenne pas les pieds dans le tapis d'une difficulté d'industrialisation parce qu'on a sous-estimé la complexité de passer du prototype qui fait des miracles à la solution industrielle robuste et au bon prix. Merci. Yann-Éric Stalander, on a parlé tout à l'heure de formation, des métiers. Il y a aussi le côté de la réglementation et c'est là le rôle que vous pouvez jouer en étant l'interface finalement des pouvoirs publics. Oui, c'est quand même un sujet qui est pas mal ressorti aussi, à la fois au niveau national, européen, déjà le besoin qu'il y ait vraiment une stratégie claire, peut-être de réaligner les stratégies nationales, françaises, européennes, voire même aussi qu'il y ait une cohérence au niveau mondial, plus sur le volet normatif, mais au niveau européen, qui est vraiment un cadre réglementaire qui soit cohérent, qui ne soit pas trop complexe. C'est vrai qu'en ce moment, on s'y perd un petit peu, mais qui est quand même les conditions de la création d'un marché européen commun de l'hydrogène et des technologies.
Au niveau plus local, régional, quelque chose qui a été beaucoup apprécié, c'est la présentation par le Grand Belfort, justement par rapport à quand même une certaine c'est-à-dire lourdeur dans le processus d'autorisation administrative. Le Grand Belfort a montré comment ils se sont organisés en mode projet, la collectivité, la région, les services administratifs de l'État, pour vraiment faire gagner un maximum de temps, réduire ce délai de permitting, et aussi de travailler à cette notion qui se développe un peu de site clé en main, parce qu'il y a vraiment un enjeu clé, c'est clairement le foncier. Par ailleurs, il y a quelque chose qui est ressorti, il y a quand même aussi vraiment le fait qu'il y a besoin de sensibiliser le grand public, parce qu'à un moment donné, si les technologies hydrogène doivent vraiment se diffuser et les sites de production se multiplier, il y aura clairement un enjeu aussi d'acceptation et d'appropriation, donc vraiment de travailler par rapport à ça. Et puis le dernier point, c'est que pour massifier, clairement, il y a encore vraiment besoin quand même d'un soutien assez franc, à la fois sur la production d'hydrogène, à la fois sur les CAPEX et OPEX. Donc c'est vrai qu'il y a des dispositifs qui doivent intervenir. Maintenant, on espère qu'ils ne vont pas trop tarder à intervenir, notamment au niveau français. Et puis, un gros enjeu, c'est vraiment stimuler les usages. C'est vrai que aussi, au niveau de France Hydrogène, on est en train de faire un recensement de tous les projets de production d'hydrogène qui sont dans les tuyaux. Et quand on regarde ça, on semble être plutôt bien sur la trajectoire. Là où on se pose plus de questions, c'est sur les débouchés, à la fois au niveau industriel et sur la mobilité. Donc vraiment de stimuler plus franchement les usages et effectivement un soutien aux usages sur les véhicules, en appuyant sans doute là où il y a une offre française. On a déjà parlé des véhicules utilitaires légers notamment, et y compris pour le grand public. Merci. Alors un petit mot justement, je voulais vous interroger Antoine, c'est par rapport aux matériaux, parce que quand on veut faire du passage à l'échelle, il est important justement de s'affranchir de ce qui peut rendre cher en fait la production. Oui, de ce qui peut la rendre chère et puis de ce qui peut vraiment limiter le passage à l'échelle, parce qu'il y aurait une pénurie. Et donc une idée concrète qui a émergé dans ce lab, c'est qu'on lance des programmes de technologie très, très rapidement. Alors ils le sont déjà en partie, mais encore plus fortement, pour ne plus avoir du tout de terres rares, de matériaux précieux, de platinoïdes dans nos produits, puisque les quantités extraites dans le monde, elles ont une certaine limite, et puis surtout elles nous rendent dépendants, et sécuriser la supply chain, c'est fondamental pour passer à l'échelle. Merci, voilà ce qu'on pouvait dire pour les Lab 1 et Lab 2. Vous avez donc eu les restitutions. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous avez à apprendre l'un de l'autre? Est-ce que par rapport à ce qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a des idées qui germent d'un côté et de l'autre de cette assemblée? Je vais réagir. On voit la complémentarité des deux labs, donc je trouve que c'est une très bonne préparation, bravo. Mais par exemple, sur ce que tu viens de dire sur les platénoïdes, complètement en phase. En fait, il faut qu'on retienne qu'il y a l'électrique, il y aura l'hydrogène dans la mobilité, moi je parle de mon secteur, mais qu'on a aussi une opportunité au travers des piles à combustible, c'est que le platine, on peut aller le recycler. Aujourd'hui, si je prends 2 pots catalytiques de 2010, donc des voitures qui sont en fin de vie aujourd'hui, je dois pouvoir les recycler et utiliser ça pour faire une pile à combustible. Donc, on sait développer notre business sans endommager davantage la planète. Bel exemple. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole de ce côté-ci ou de l'autre? Bruno, tu étais parti pour. Ouais. Dans la continuité de ce qui est dit aussi, c'est la question de l'optimum économique, en disant le TCO, c'est la clé, il faut des subventions massives. Et la question est entre l'optimum économique instantané et quel est le surcoût de la résilience, la moindre dépendance aux terres rares, etc. Parfois c'est un surcoût et pourtant c'est un choix qu'il faut faire. Et c'est un choix prospectif, de sagesse. Il faut faire le bon choix. Je rajouterais peut-être quand même, surtout en ce moment, avec ce qu'on vit au niveau géopolitique, au niveau des coûts de l'énergie, je pense qu'il y a un vrai challenge pour les entreprises justement de faire les bons paris dans un environnement qui est quand même sacrément instable, avec un déficit de visibilité. Et donc ça, je pense que ça va être aussi un des vrais sujets, notamment au niveau État et surtout européen, d'arriver quand même à calmer, entre guillemets, le jeu par rapport à ce qui se passe pour que les entreprises
elles ont besoin de visibilité, les entreprises. Il faut planifier sur du long terme. Et donc, ça va être, je pense, un des enjeux des prochains mois, c'est sur les sujets énergétiques, voilà, arriver à apporter un petit peu de stabilité. Merci, c'est OK pour tout le monde? Eh bien, c'est la fin de cette restitution. Merci à tous nos orateurs. Allez. Et c'est la fin également de cette journée. On se retrouve ce soir, pour la plupart, j'imagine, pour la soirée de gala au Musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux. Et demain, ici même, pour ceux qui veulent bien, à partir de 9h. 9h. Ah, pour ce soir, c'est 18h45, je crois, le début de la soirée. Dans pas très longtemps. Salut à tous.